Bonjour. Bonjour René Segoula. Alors on parle de la microfinance qui est souvent présentée comme un levier essentiel, et vous venez de l'économie d'ailleurs, pour favoriser l'inclusion financière et des populations à faible revenu, et notamment en facilitant aussi l'accès au crédit pour les petits commerçants, artisans, agriculteurs et autres. Mais toutefois, certaines dérives sont pointées du doigt, comme le surendettement des bénéficiaires, les taux d'intérêt qui sont parfois élevés et le manque de formation financière par rapport à ceux qui font ces emprunts. Alors d'entrée, j'ai envie de vous demander si la microfinance, selon vous, permet réellement de réduire la pauvreté. Je dirais oui, parce que, vous l'avez dit à l'entame, c'est une sorte de finance qui a été mise en place pour les plus démunis, c'est-à-dire ces populations pauvres qui n'ont pas la possibilité d'avoir le crédit auprès des institutions financières classiques, c'est-à-dire les grandes banques où généralement le taux d'intérêt est nettement plus élevé. Et donc on a mis en place ce système-là pour permettre aux populations vulnérables de pouvoir eux-mêmes être au contact du monde de la finance, bénéficier de petits crédits pour financer de petites activités génératrices de revenus qui pourraient devenir de grandes activités si vous êtes bien organisé. Donc je dirais que c'est un instrument, la microfinance peut véritablement vous permettre de vous développer, sauf qu'il faudra faire attention. C'est pas pour financer de grosses activités, parce que pas plus tard qu'on en parlait sur ce même plateau avec les responsables de la direction départementale des affaires sociales de la microfinance en ce qui concerne le microcrédit à l'AFIA. On vous donne 50 000. Bon, si vous ne les avez pas fait, tout de suite c'est fini, surtout dans un contexte où la vie est très chère. Dans la journée, après savoir reçu les 50 000, un bon plat, des lurons, je ne sais quoi. Et si arrivé à la maison, l'enfant vous dit qu'il est malade ou bien on a réclamé tel choix à l'école. Et qu'est-ce que vous faites? C'est là il faudra vraiment faire attention, sinon c'est vite fini. Ah oui. Donc voilà pourquoi il dit... Et justement, c'est pour ça vous demander la question donc, de formation. Ces institutions microfinance appliquent des taux d'intérêt, on le sait, et ça il faut payer. Mais est-ce qu'ils sont réellement ces bénéficiaires? Est-ce qu'ils ont les compétences nécessaires pour bien gérer ces crédits-là? Oui, et le taux d'intérêt pour ce qui concerne le Bénin, par exemple, le microcrédit à l'AFIA, sinon les institutions... Donc ça dépend, ça varie. Ça varie. C'est 4% pour le microcrédit à l'AFIA, c'est relativement faible. C'est même le taux le plus faible sur le marché. Maintenant, il y a normalement des formations qui sont prévues. Même au niveau des institutions classiques, avant de vous accorder un prêt, c'est qu'il y a des échanges, on vous donne quelques formations en matière de gestion de l'argent, mais est-ce que cela se respecte sur le terrain? Est-ce que ça suffit? Ça, c'est un autre débat. Parce qu'il y a toujours un grand écart entre la phase théorique et la phase pratique. Voilà, on vous dit, si vous avez l'argent, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Vous aussi, quand vous n'avez pas l'argent déjà en main, vous dites, si jamais l'argent revenait, je vais me discipliner pour que l'argent ne me quitte plus, je ne vais plus dépenser en vrac sur les coups de tête. Mais dès que l'argent tombe dans votre main comme ça, devient notre réalité. Là, la réalité commence et on constate que tous ces conseils et tout savoir inculquer à ceux qui ont pris l'argent passe de côté. Voilà, vous prenez l'argent et vous avez parlé d'un cas très grave, la santé de votre enfant. Ça devient compliqué. Voilà pourquoi il y a également normalement un système de suivi. C'est-à-dire, l'institution de microfinance ne vient pas seulement vous remettre l'argent et puis ça s'arrête là. Il y a un mécanisme de suivi pour voir est-ce que le projet dont vous avez parlé au moment de faire le prêt, est-ce que c'est respecté sur le terrain? Est-ce que vous avez dit par exemple vous voulez vendre n'importe quoi, les divers? Est-ce que vous avez véritablement commencé l'activité sur le terrain? Donc il y a des équipes normalement qui devaient venir voir la boutique que vous devrez ouvrir, l'activité que vous devez commencer et tout. Est-ce que c'est fait sur le terrain même? Tout ce processus-là malheureusement n'est pas tout le temps respecté. Ça fait que on a souvent des impayés. Des impayés, oui, justement parlant des impayés, et puis Fanchabi, il n'est pas rare de voir des gens qui ont
ont eu accès à ces crédits se plaignent de la rigidité du paiement. Voilà. On récupère l'argent à un rythme vraiment soutenu que ce dernier ne peut que s'attendre à faire un autre prêt dès qu'il termine le paiement du premier. Donc, au lieu de se développer économiquement et devenir quelqu'un d'autonome, il est obligé de passer de crédit en crédit et rentre dans un cycle infernal d'endettement. C'est malheureusement ce qu'on constate aujourd'hui avec ces prêts pour l'entrepreneuriat. Quand vous commencez surtout avec le premier, c'est beaucoup de difficultés. Jacques parlait tout à l'heure d'un suivi qui est fait. Le suivi n'est pas aussi rigoureux que ce qu'on pense. C'est peut-être avant le prêt qu'il y a un suivi parce qu'il faut connaître votre domicile, qu'est-ce que vous faites. Et le piège, c'est que certaines personnes utilisent parfois, je dirais, les projets d'une autre personne. On vient chez vous, vous vous déplacez, vous montrez la boutique d'à côté comme étant votre boutique juste après avoir négocié avec quelqu'un d'autre. Ils le savent, ces personnes-là qui font des prêts, elles savent comment ça marche. Et c'est une difficulté parce que là, vous n'avez rien sous la main, vous voulez démarrer une activité et vous présentez l'activité de quelqu'un d'autre comme étant votre activité. On vous fait confiance, on met l'argent à votre disposition et c'est là maintenant que vous commencez à parfois, il faut remettre, c'est pas Jacques Degbé, parfois il faut remettre des parcelles, des papiers de parcelles, des garanties. Des garanties. Il y en a qui vont jusqu'à même remettre certaines choses de très précieuses qu'on garantit au-delà même des parcelles, des motos. Pour le Benoît, c'est sa parcelle. Et donc, vous parliez donc de la rigidité quand on se lance donc dans ce prêt-là. C'est parce que beaucoup plus, il y a certaines personnes qui ne font pas certaines études. Vous voulez peut-être entreprendre, vous voulez vendre, je dis peut-être du savon dans votre localité ou dans votre zone, alors que toute la zone, on ne fait que vendre du savon. Et vous avez une échéance pour payer. Vous avez peut-être 28 jours, 30, 32. Vous devez écouler le produit alors qu'il y a déjà des vendeurs potentiels qui vous entourent. C'est difficile pour vous. Vous avez passé toute une semaine sans vendre peut-être 10 savons. Vous n'avez vendu que 5 et 6. Et vous savez aussi... Donc on se dit que bon, ça marche pour Jacques, voilà, ça doit marcher pour moi. C'est cette erreur-là qu'on commet parfois. Et donc vous n'arrivez c'est le même marché que vous... C'est le même marché. Vous n'arrivez pas à écouler le produit. Et voilà donc les difficultés qui sont là. Vous êtes à 30-31 jours. Vous êtes obligé parfois d'aller contracter une autre dette quelque part pour rembourser celle antérieure et ainsi de suite. Donc ensemble, pour réussir, il faut un bon plan. Oui, il faut un bon plan. Il faut un bon plan et c'est malheureusement cela qui manque à beaucoup de personnes. On prend juste parce que l'autre a pris et que ça marche pour lui. Moi-même, je vais m'investir. Ça ne marche pas toujours à chaque moment. Il faut certaines études préalables, ce que beaucoup de personnes ne font pas. Jacques Degbé, il faut tirer un coup de chapeau à toutes ces dames qui se lancent dans cet exercice et chercher ces mamans, nos sœurs qui se battent avec une pression énorme. C'est comme l'épée de Damoclès à l'approche de l'échéance parce qu'ils ont en tout cas une barre à ne pas franchir, ça court dans tous les sens pour payer. Ce stress, c'est pas facile. C'est pas facile, encore que généralement elles sont en groupe. Oui. Et on demande, il manque qui? Il manque qui? Donc, à cause de vous, on ne va pas payer. Donc, vous devez tout faire pour trouver l'argent. Et dans tout ça, vous savez ce qui se passe souvent dans les familles. Il y a des maris qui récupèrent l'argent, une partie de l'argent, une fois que madame arrive à la maison. Oui. Parfois, la femme va faire ce prêt-là, mais elle sait pertinemment que c'est le mari qui va prendre la grosse part. C'est ça. Donc, et il ne paye plus. Malheureusement. Et le mari était l'assurance. Mais si bonjour les problèmes, le mari ne s'entend plus avec la femme, mais il fait n'importe quoi. Ça commence par être grave, difficile à gérer auprès de l'institution financière. C'est là on commence par faire demander des doléances et tout, alors que au niveau de l'argent, on a besoin de ça. Ça ne pardonne pas. Il faut rembourser pour qu'on puisse financer d'autres personnes, parce que s'il y a beaucoup d'impayés, ça va bloquer le système, au fait. C'est dit qu'aujourd'hui... Donc, il y a un risque. En voulant se relancer économiquement, on peut finir ruiné. Oui. Vous pouvez finir avec une situation pire que celle dans laquelle vous vous trouviez. C'est dit que, quelque part, moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il faut avoir le minimum soi-même.
avant de commencer une activité. Vous ne pouvez pas compter intégralement, entièrement sur un financement pour entamer une activité. Si vous pouvez avoir même jusqu'à 50% du montant pour les BABA, les petits trucs à faire d'abord avant d'asseoir le projet, ça pourrait être bien, sinon ça risque d'être compliqué. Merci à vous, Jadegbe et Pifan Tchabi. Ce qui est sûr, on va retenir que c'est un outil essentiel pour le développement, bien évidemment.